lequel? Alors, les circonstances dans lesquelles j'ai fait, comme l'a dit Alain Foucault, cette saillie médiatique dans le journal de la télévision nationale, le 23h. Au fond, c'était, comment je vais dire, comme une sorte d'exaspération par rapport à la manipulation dont on était obligé, nous, journalistes de la télévision nationale, au temps du président Yahi, qui a poussé le bouchon assez loin, cette sorte de tragique comédie, ce que j'ai appelé la Commedia dell'arte à Paris, pour faire semblant, donner au monde entier l'impression du démocrate tout craint qui va soutenir des journalistes qui étaient aux prises avec des terroristes parce que simplement ils voulaient exercer la liberté d'exercice de leur métier. Comme pour donner à croire au monde entier qu'au fond, il était un super démocrate et qu'il était en amour, comment je vais dire, à la limite, en lune de miel avec les journalistes de son pays au point d'aller à 5000 km loin du Bénin pour aller donner l'impression qu'il soutenait la liberté de presse, alors que à 5 minutes de son palais, au fond, cette liberté était en désarroi. Très simple. Il n'y avait pas d'injonction écrite pour nous interdire à nous, journalistes de l'ORTB, notamment de la télévision nationale, ceux de la radio avaient une relative liberté. Ceux de la télé étaient souvent contraints, réfrénés dans leur désir de bien exercer leur métier, surtout par rapport à la question extrêmement délicate de l'accès équitable, du traitement équitable de l'information politique, l'accès équitable du personnel politique de ce pays à la chaîne. Tenez, même si on ne nous donnait pas des instructions écrites, il est arrivé énormément de fois, beaucoup de fois, que à l'occasion d'une émission qu'on a voulu contradictoire sur des sujets politiques, des sujets d'actualité gouvernementale, on a invité soit des syndicalistes, soit des leaders d'opinion ou de partis politiques qui n'entonnaient pas le catéchisme yahiste ou du gouvernement, qu'on s'est vu interdire au seuil de l'émission la participation, voilà, des personnes qui pouvaient apporter la contradiction aux officiels du gouvernement. C'est arrivé plusieurs fois. Il est arrivé à la télévision nationale qu'en plein journal, un reportage qu'on a eu à effectuer sur une activité syndicale, par exemple, des syndicats ont poussé le haut là par rapport à des situations difficiles qu'ils vivaient avec le gouvernement, qu'en plein journal en direct, des instructions ont été données depuis la présidence, y compris en direct, soit par un personnel militaire. Il arrivait même que des motards du chef de l'État venaient à la télévision nationale pour nous donner des injonctions pour retirer des reportages de la liste du journal à diffuser. Vous étiez sur le pont de l'ancien élément dont on était convaincu qu'il n'était pas favorable au gouvernement, mais on retirait simplement. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois au journal de recevoir des communiqués signés directement du secrétaire général du gouvernement ou bien de la présidence, un communiqué envoyé par le chef d'État en personne, par un garde du corps ou un motard, pour que cela soit lu directement sans passer par le fil du traitement classique professionnel. Je ne l'ai jamais obtempéré. Ozias ne l'a jamais fait. Jamais. Mes collègues, oui, mais moi, jamais. De mémoire d'homme, jamais. Je refusais ou je le traitais en direct. Je n'en tirais que la substantifique moelle professionnelle. Il est arrivé une fameuse émission avec Badamassi Rachidi qui venait faire le service après-vente de la bourde, j'allais dire, mais du parjure fait par Yahi le 1er août 2012, si ma mémoire est bonne. Des déclarations de menaces à l'endroit des journalistes, presque comme un appel à la sédition et à la guerre civile dans ce pays. Cette émission, quand j'ai fini de la faire avec Badamassi qui était venu défendre Yahi, n'a jamais été diffusée. Et c'est juste un exemple symbolique. Tenez-vous tranquille. En décembre 2014, à la veille justement de cet appel que j'ai adressé au chef de l'État, Yahi à l'époque, l'opposition avait mis comme premier préalable aux discussions, au dialogue politique autour de la LEPI, l'accès équitable à la chaîne publique. C'est vous dire combien la situation était compliquée pour les journalistes de l'ORTB, de la télévision nationale, d'exercer de manière libre leur métier. Alors quand le reportage du chef de l'État à Paris a été envoyé au journal alors que j'étais là, j'ai dit, écoutez, vous êtes sûr que vous allez passer cette comédie? Mes collègues de la présidence qui travaillent pour les reportages présidentiels m'ont dit, écoutez, on suit les ordres. J'ai dit, bon, ok. C'est là que l'inspiration est venue. J'ai dit, bon, cette fois-ci, je vais mettre faire le chantage à la grande comédie.
C'est un test qui était inspiré par les luttes qu'on avait menées auparavant, par ces situations où on était manipulé, on était instrumentalisé, d'accord, où lors de la rencontre avec les partis politiques, le gouvernement leur a expliqué qu'au fond, il n'a jamais donné des instructions écrites aux journalistes de la télévision nationale, que c'est eux qui étaient responsables de leur omerta, de leur mise à l'écart. J'ai dit, bon, ça suffit, parce que là, on est visé la vérité populaire. Tenez-vous tranquille. Si par exemple, il s'était passé ici un mouvement comme le ballet citoyen au Burkina Faso, ou bien le printemps arabe comme en Tunisie, où les journalistes du service public étaient la première cible d'un peuple qui en avait marre et qui considérait les journalistes comme des instruments de manipulation à la sorte du gouvernement, je disais à mes collègues qu'on risquait de passer par l'échafaud. Donc je me suis dit, tiens, il faut qu'on tire les choses au clair et qu'on indique à l'opinion clairement que nous n'étions pas à la base, à l'origine voilà, de ces situations d'enfermement de la liberté d'expression et d'opposition à l'expression libre de tous citoyens, y compris des partis politiques. L'inspiration, je l'ai eue parce que c'était l'aboutissement d'un processus de maturation, de révolte qui se faisait voilà, dans ma tête. Bon, c'est pas me vanter que d'indiquer que j'étais à l'origine, en fait, de la rédaction de toutes les pétitions qu'on avait adressées à la HAC, à notre ministère de tutelle, et au chef de l'État à l'époque, et dont certaines ont été publiées par voie de presse. Et donc, voilà, c'est toute cette que j'ai laissé sourd par cet appel-là. Ah, c'est un hasard. Franchement, je ne sais pas comment les choses se sont enchaînées. Il y avait comme un aliment de planète. J'ai eu une invitation du département d'État américain pour un séjour accordé généralement aux journalistes africains de 2 semaines. Et ils organisent ça périodiquement. Et c'était à l'issue d'un test que j'avais passé à l'invitation de l'ambassade des États-Unis l'année d'avant, en 2014. Et curieusement, comme un aliment de planète, les résultats étaient tombés dans la même période, pile poil, de l'appel que j'ai eu à effectuer. Et donc, je me suis retrouvé comme ça aux États-Unis. Ce n'est ni par mon propre chef, ni par le soutien de personne, de qui que ce soit, encore moins de monsieur Patrice Guillaume Atanastaron, que certains, certains fantasmes considèrent comme étant à la base de... Jamais, aucun... Voilà comment c'est arrivé. En vérité, je préparais mon exil pour aller ailleurs, compte tenu des menaces que je subissais, y compris avec ma famille. Dans des pays de l'Europe du Nord, j'avais commencé les démarches. Donc, je vais dire, cette opportunité des États-Unis est venue par hasard. J'étais à 2 doigts de revenir en plus au terme des 2 semaines de séjour. J'étais parti avec 2 ou 3 bricoles d'effet parce que justement, je comptais aller ailleurs, mais pas aux États-Unis, tout sauf aux États-Unis. C'est tombé comme ça. Et quand je voulais revenir, des informations. Et comment je vais dire, émanant de gens proches du chef de l'État. Je prépare un livre de témoignages où les Béninois apprendront beaucoup de choses. Et ceux qui inventent qui fantasment à longueur d'Internet, moi je m'amuse quand je vois ça. Et je dis, mais ces gens-là, il ferait mieux d'aller écrire des séries télévisées ou des films de science-fiction. Non, il y a trop d'histoires qui se racontent. C'est un séjour que j'ai vécu extrêmement difficilement parce que ce n'était pas prévu que j'ai resté aux États-Unis. J'ai dû mon séjour à des bonnes volontés, à de la famille qui m'a accueilli là-bas, et je n'ai vécu au crochet d'aucun bon samaritain autre que de la famille qui j'avais pas le droit de m'adresser au chef de l'État en plein journal. C'est l'essentiel, c'est tout. Ben oui, j'avais demandé dans la période à jouir de ma mise en disponibilité de 2 ans, une fois renouvelable. Cela m'a été interdit par son Altesse, M. Stéphane Todemé, et son administration, qui n'ont rien trouvé d'intelligent qu'à me radier. J'ai été radié. Je dois ma réintégration, et là, à tout seigneur, tout honneur, au gouvernement de M. Patrice Talon. Sans eux,
J'ai eu le refus, ça je ne l'ai jamais dit aux Béninois, mais je le dis aujourd'hui parce que c'est juste un devoir de vérité. Je le dis mais sans aucune acrimonie, aucun esprit de revanche. Au fond, moi je transcende tout ça. Je considère que ceux qui ont mené un combat contraire à cette cause nationale, que je considère comme nationale, qui devrait être enfourchée, je félicite au passage tous les Béninois à qui je dois actuellement d'être en vie, qui se sont levés comme un seul homme pour dire je suis au diaspora sur la planète. C'est ça qui m'a valu encore ma survie aujourd'hui, parce que sinon, j'aurais disparu comme certaines personnes qui dans le pays tragiquement ont disparu, dont on n'a jamais retrouvé la trace. Et ça, c'est peut-être au mieux. Si après il n'y avait pas eu une fin plus tragique. De toute façon, les intentions qui étaient animées au sommet, les gens au sommet de l'État à mon endroit, ce n'étaient pas des intentions catholiques. Donc, et à mon retour, comme il y a eu un changement de régime, je me suis dit, bon, tiens, je pourrais revenir et reprendre l'exercice libre de mon métier. J'ai été opposé, confronté à un refus pendant 7 mois. 7 mois. Et j'ai laissé esprit courir le temps pour voir jusqu'où il pouvait aller dans la méchanceté gratuite. 7 mois de l'administration de l'ORTB, intérimaire de l'ORTB, qui m'a opposé à refaire ma réintégration. Tout simplement. Et je dois ma réintégration aux bons offices du gouvernement qui a considéré qu'il n'y avait aucune espèce de raison qu'on cherche à me couper, à m'en vouloir à ce point pour une cause qui me dépasse, c'est pas une cause égoïste. Voilà ce que j'ai fait. Retour d'ascenseur, j'aurais aimé que cela soit entendu comme une reconnaissance, le prolongement de la reconnaissance du pays face à des dérives politiques qu'on remarquait dans le pays par rapport à l'embrigadement de la liberté d'expression, pour lequel j'ai accepté de me sacrifier. D'accord? Et que j'aurais voulu que ce soit la nation reconnaissante qui me dit oui, ce que tu as fait, écoute, on te le reconnaît, on te réintègre. Je n'ai rien demandé d'autre. Reprendre mon boulot, point final. Et c'est exactement ce que je fais. Je n'ai accepté aucune autre proposition, autre que celle de réintégrer mon boulot. Pour te dire, je ne peux pas regretter d'avoir, je lui dis, posé un acte que je considérais comme à minima un acte de bon sens, avant même de parler d'un sursaut déontologique. Non, pas du tout. Je peux peut-être, je revis difficilement les moments extrêmement pénibles de solitude que j'ai connus au cours de mon exil. Après, il ne faut pas regretter, je l'assume jusqu'au bout. Mais ma petite famille, mes parents en ont souffert, mais ils n'en sont pas morts. Dieu merci, moi aussi, je vais en grâce. Je ne regrette pas, mais si c'était à refaire, je le referai, mais autrement. Je le ferai de manière plus efficace. C'est-à-dire, voilà un pays avec des institutions où on donne la latitude au chef de l'État de valider, après appel à la candidature, de candidats prétendant diriger la chaîne publique de services publics financée par le denier public, financée par les contribuables béninois, financée par le fisc béninois. On laisse la latitude au chef de l'État de valider un candidat parmi le trio de tête ayant franchi le seuil de la sélection. C'est pas possible. On a dit appel à la candidature. Il faut changer cette voie. Donc mon combat serait de travailler pour que les Béninois prennent conscience que en fait le verre est dans le fruit. Au fond, je comprends les pauvres responsables de l'ORTB dont la nomination est validée par le chef de l'État, alors qu'ils ont soumis un dossier de candidature à la HAC, appel à candidature. Je considère que c'est une compétition. Et quand on va à une compétition, comme à un concours, c'est le meilleur qui tout simplement est désigné premier, prend les rênes, occupe le poste. Pourquoi éprouver dans les tests organiques de la HAC le besoin? Ce sont nos constituants qui ont commis cette erreur fatale. Parce qu'on est dans un régime présidentialiste avec une excroissance hypertrophie du pouvoir présidentiel. On donne trop de pouvoir au président. Patrice Talon même l'a reconnu. Je rappelle que Joseph Diogbenou, à l'époque, il menait ce combat pour l'équilibre des institutions dans la République du Bénin pour notre démocratie, avait également inscrit à l'ordre du jour de probables révisions de constitution la nécessité de libérer l'ORTB de cette emprise
d'accord, du gouvernement sur la nomination de ces responsables. Mais quand les responsables sont redevables du chef qui a validé leur nomination, comprenez qu'ils sont condamnés dans une position d'esclavage. Je les comprends, je ne leur en veux même pas. C'est le système qui est ainsi fait. Donc s'il y a un combat à reprendre, c'est celui-là. Il faut encourager ceux qui sont là actuellement et qui avaient porté également ce combat, ne serait-ce que de manière intentionnelle, aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est de changer la loi organique de la HAC. Et si ça doit passer par une révision constitutionnelle, qui est devenu aujourd'hui un sujet tabou, chatouilleux, ben, il faut y aller. Deuxième sujet par rapport à la dépendance de l'ORTB vis-à-vis du gouvernement, du pouvoir politique. Mais écoutez, celui qui vous finance, c'est lui qui fixe finalement votre ligne éditoriale. C'est lui qui, à la limite, influence votre ligne éditoriale. C'est connu. Il faut changer le modèle économique de l'ORTB et trouver les moyens de réécrire les statuts de l'ORTB, de réfléchir au financement du service public de l'information. Finalement, on nous biberonne quelques budgets indigents qui ne permettent pas à la chaîne d'être totalement autonome. Et il faut réécrire aussi les statuts de l'ORTB. L'Assemblée devait s'en saisir. Ou tous qui sont soucieux de la liberté de presse et surtout du service public financé par les Béninois, les citoyens béninois. Et si personne ne le fait, ça ne changera jamais. Hélas, pour la raison que je viens d'évoquer. C'est-à-dire qu'on a cru qu'à un moment, il a fallu juste provoquer, il y a eu un choc émotionnel, d'accord, comme une sorte de secousse qui avait vraiment bousculé. C'était circonstanciel, c'était lié à la question des attentats de Paris. Il y avait un émoi planétaire qui soulevait tous les citoyens de la Terre par rapport à la question de la liberté de la presse. Des journalistes qui, juste pour des dessins du monde, ont vu leur vie brisée. Ça avait tellement suscité d'émoi que les gens se disent, mais attendez, c'est vrai que ça continue. Regardez tout récemment en Arabie Saoudite, il y a encore des scélérats, des esprits scélérats qui continuent de tuer des journalistes, rien que parce qu'ils ont juste par le plume. À la plume, on oppose la Kalachnikov ou bien le couteau. C'est vous dire la monstruosité de la démarche. Ça continue l'inclination, la tendance du pouvoir à vouloir toujours avoir la même mise. Mais si après cet appel que j'ai fait comme une sorte de choc des consciences, de rappel des consciences d'écouter, il faut qu'au-delà du rappel de ces situations, on travaille en profondeur pour changer la manière dont l'ORTB, la dépendance de l'ORTB, la manière dont l'ORTB fonctionne, la manière dont l'ORTB est financée, l'ordre hiérarchique qui lie l'ORTB au gouvernement. Si on ne change pas ça, des initiatives solitaires comme la mienne, ça ne va pas aller loin, hélas. Ça risque de reprendre, mais comme sur, ça risque de reprendre comme sur un boulevard. Bon, alors, je voudrais qu'on me donne un seul exemple d'injonction faite par le palais. Depuis que moi je suis là, je n'ai jamais assisté. Jamais. Autant de Yahi, oui. Moi, j'ai eu à vouloir faire des émissions. Il y a des traces, des preuves où j'ai écrit, j'ai dû formuler des demandes à la direction générale qui appelait à l'époque notre ministre de tutelle. Je ne vais pas le nommer, mais il se reconnaîtra. Il est actuellement, on ne se moque pas des gens qui sont en peine. Il est actuellement en exil. Je ne vais pas le nommer, par élégance. Coup de fil, est-ce qu'on peut faire l'émission? Non. C'est arrivé. J'attends qu'on me cite un seul exemple où le palais a donc fait des injonctions. Voilà. Sur la chronique matinale que j'ai fait les lundis et jeudis, il m'arrive de faire du rentre-dedans, de critiquer le pouvoir de talent. Mais à chaque fois, jusque-là, on ne m'a pas arrêté. Personne ne m'a appelé du palais pour me dire, écoute, fais attention, ben, tu exagères, etc. Alors, c'est une hypothèse qui tient la route, mais encore faudrait-il y mettre des éléments tangibles. Je veux dire, l'ouverture de la chaîne, c'est ça qui aurait valu, mais après ça, sans vouloir tirer le drap sur moi, c'est quand même mon initiative que l'émission 3D du dimanche, la seule émission de débat où on évitait des opposants pour venir officier, existait depuis avant l'arrivée de Jean. C'est depuis mon combat, depuis 2015. Et c'est moi qui ai bataillé ferme pendant 3 mois avec l'ancienne direction générale qui voulait nous imposer autre chose, y compris ces journalistes, y compris les thèmes, y compris les horaires.
J'ai bataillé main à main avec le directeur général. Pas question. Pas question. Parce qu'il s'agit d'une question qui nous dépasse. Pas parce que c'est ma personne, mais parce qu'on s'amuse. On trompe les délits. On s'amuse avec l'argent des délits publics. Je ne peux pas être d'accord. Et pour ça, j'étais prêt à tous les combats possibles. J'ai mené ça avant de partir. On l'a obtenu. Et j'ai obtenu également le rétablissement de certains collègues qui avaient été limogés de la présentation du journal. Prévert, René Capo, tous ceux avaient été mis à l'écart. J'ai bataillé ferme pour dire. Ah non, ça a été très dur. Très dur. Par rapport aux critiques, elles sont tout à fait justifiées. Tout à fait. Bien sûr, il y a des excès. Il y a des essais. Il y a beaucoup de fantasmes aussi qui continuent. Et par rapport, je réponds simplement ceci, ce que j'avais dit précédemment, par rapport au statut de l'URTB. Tant qu'on ne change pas le statut de l'URTB, tant qu'on ne donne pas à l'URTB les moyens de son autonomie de fonctionnement, les moyens de son autonomie de gestion institutionnelle, on peut crier. C'est ça ce que je considère comme le paradoxe béninois. Les Béninois veulent quelque chose et sont contraires ou ne travaillent pas réellement pour l'obtenir. Les complaintes, les indignations par Facebook, WhatsApp, c'est pas ça qui va changer, quelque chose de fondamentalement structuré qui existe. Tant que vous ne changez pas ça, comme ça existe déjà dans certains pays, je crois que le Burkina, à moins de dire une bêtise, la question de la dépendance, la tutelle, tu vois, la dépendance, excusez-moi, tutélaire de la chaîne publique, frappée de cette maladie chronique des chaînes publiques en Afrique, c'est presque partout en Afrique noire, qui sont des instruments, des mégaphones de la propagande du pouvoir du gouvernement. C'est lié à leur dépendance financière. Et tant que cette question n'est pas réglée par une loi qui dit, comme pour certaines institutions de la République qui ont leur autonomie, comme l'Assemblée, comme la HAC, c'est un outil qui appartient à tous les Béninois. Vous leur donnez les moyens conséquents pour les exercices autonomes, mais vous n'avez pas le droit de les contrôler. Il faut que cela soit écrit noir sur blanc. À partir de ce moment-là, les citoyens ont des voies de recours pour même poursuivre le gouvernement. Et même les journalistes de l'ORTB, et même les responsables de l'ORTB et toutes les institutions, en cas de dérive et de non-respect des libertés d'expression, d'un exercice correct, d'accord, du métier du journaliste, du métier de la presse sur la chaîne. Mais tant qu'on ne le change pas, je comprends l'inclination de tout gouvernement, et c'est partout comme ça. On a aussi les moyens de communication, les moyens médiatiques, pour pouvoir contrôler l'opinion. Si on n'arrache pas au gouvernement cette possibilité-là, cette emprise, ça continuera. Tout gouvernant a bon plaisir à utiliser un instrument de communication qui lui est offert sur un plateau d'or pour contrôler l'opinion. Il faut couper le mal à la racine. D'abord, je vais vous rassurer, je suis un gars très blagueur, très taquin. Donc, du coup, comme je suis un gros blagueur, gros taquin, je crois que ça a dû manquer certainement aux collègues. Ces moments de fou rire qu'on vit ensemble et tout, ben, ça a repris à mon retour. Je n'ai pas senti du tout d'hostilité. Au contraire, beaucoup m'ont trouvé un peu comme fou. D'avoir pris ce grand risque, d'avoir fait tout ce parcours, d'avoir connu cet exil au lieu de jouir des douceurs de l'exil, comme certains l'imaginaient. Eh j'ai décidé de revenir presque comme à l'échafaud, si j'exagère, sous les tropiques au pays et reprendre le tralala de notre métier qui n'est pas du tout de tout repos et qui est un peu difficile. Non, tout se passe. Je ne vais pas dire tout se passe, c'est la lune de miel, mais il y a aucune acrimonie avec les collègues, non. Tout se passe très, très bien. J'allais dire. Tant que vous y êtes, faites-le avec beaucoup de cœur. Ne vous contentez pas de la complaisance ou de la facilité. Bon, tout le monde n'est pas obligé d'enfourcher le même chemin stoïque que moi. Allah n'est pas obligé. Mais faites-le, j'aime pas trop utiliser le terme consciencieusement, faites-le avec amour et passion, simplement. Au fond, ça vous permet de gravir des sommets. Et dans ce métier, quand vous vous confrontez à la difficulté,
Quand vous allez chercher une source, vous ne la trouvez pas, vous tenez, vous bataillez fin pour aller chercher l'information exclusive, mais la vraie, ça vous distingue au-delà de tout. Ça vous offre une reconnaissance terrible. Ce métier est un métier extrêmement noble. En fait, les journalistes devaient arrêter en Afrique de se laisser clochardiser et de considérer qu'ils ont une véritable arme. Ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle quatrième pouvoir. Au fond, notre métier n'est quatrième pouvoir que dans l'exacte mesure où nous avons la possibilité de l'exercer avec courage, indépendance d'esprit. Ça fait trembler les princes. C'est pour ça qu'ils opposent à notre plume, nos micros et nos caméras, des armes aussi terribles que des armes de destruction comme des Kalachnikov. C'est parce que justement, la liberté d'expression, quand vous éclairez le peuple, la masse, le prince, il a peur de vous. Au fond, ce n'est pas juste un combat pour affronter un prince. Nous poursuivons quoi? Juste la vérité. C'est juste la vérité pour éclairer. Mais au fond, notre rôle n'est pas forcément de tourner le couteau dans la plaie. Moi, j'aurais aimé en Afrique, par exemple, regardez tout le temps qu'on perd au Bénin. C'est incroyable, ce pays qui est fabuleusement doté par la nature. Regardez notre position stratégique par rapport au Nigeria. Regardez le marché que représente le Nigeria. Et nous sommes un pays. Le président nigérien Olusegun Obasanjo et bien d'autres nous ont dit le Nigeria, c'est un marché pour le Bénin. On est combien d'habitants? Imaginez si on nourrit 5% de la population nigérienne. Je vous dis 5%. Mais que font nos dirigeants pour conquérir le marché nigérien, pour transformer le Bénin en un pays de plein emploi? C'est le vrai sujet, ça. C'est le vrai. Et ça fait partie de mon combat. Autant que Dieu me donnera la vie, ça fait partie de l'autre pan d'un combat que je vais mener. En fait, perdre son temps dans des politiques, ça ne m'intéresse pas. Je m'ennuie à mourir à parler de l'actualité politique du Bénin, parce qu'elle n'est pas glorieuse. Parce qu'en vérité, vous voyez des chapelles politiques. Quand le chef d'État prend une mesure économique sur la fiscalité, sur l'emploi, sur l'énergie, etc., vous êtes des acteurs politiques responsables, vous devez vous prononcer là-dessus et faire des propositions alternatives. Il faut que les jeunes, de plus en plus, qui sont intelligents, cultivés, éclairés, fassent attention à ça. Arrêtez de suivre les hommes politiques qui vous vendent du vent. Les vraies questions qui nous engagent, c'est les questions qui déterminent notre existence matérielle. Comment des gouvernants améliorent les conditions existentielles du Béninois d'aujourd'hui et de demain? Quelle chance ils créent et donnent aux jeunes de créer des emplois, des entreprises, de l'activité? Ce sont les vraies questions. En fait, c'est quoi un mandat qu'on donne à un dirigeant pendant un laps de temps? Améliore le sort commun. C'est tout. Mais quand il passe à côté, regardez ce qui occupe le devant de l'actualité. Loi électorale. Qu'est-ce que ça veut dire, loi électorale? Comment faire pour arriver au pouvoir? Il n'y a que ça qui les obsède. Il faut les envoyer perdre dans le décor. Enfin, excusez-moi, mais si je devais être un activiste, c'est les exhortations que je porterai aux jeunes? Que les questions économiques, les questions qui déterminent votre avenir, les contenus de formation qu'on vous donne et que vous vous mettez en inadéquation avec le marché d'emploi, interpellez vos dirigeants avec ça. Et s'ils sont en incapacité d'apporter des réponses, envoyez-les dans le décor. Pas par la violence. Quand les unes arrivent, soyez sans complexe, mais sans concession. C'est ça, en fait, moi je crois, l'essentiel de ce qui doit nous déterminer. Et moi, si j'ai peut-être un conseil à donner aux journalistes, c'est peut-être de travailler à rendre un peu plus responsable nos dirigeants sur des questions essentielles. Les questions électorales politiciennes, franchement, ça ne tient à rien. C'est dérisoire.